Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief du Mont Ventoux dénivelé Challenge. Course qui s'est déroulée donc le mardi 8 juin avec deux fois le Mont Ventoux, quelques côtes auparavant, le col de la Madeleine, mais c'est pas celui qui est en première catégorie. Et puis il y avait le col de la Gabelle également et les gorges de la Nesque, mais qui n'étaient pas des difficultés très importantes, c'était plutôt des petits talus. Il y avait surtout les deux montées du Mont Ventoux, 153 km entre Vaison-la-Romaine et donc le Mont Ventoux. 1894 mètres, la montée par Bédouin, donc qui est la montée la plus difficile, il faut le rappeler. Que dire de cette course? Ça m'a pas... Enfin, le Mont Ventoux dénivelé Challenge, c'est la 3e édition, ça m'a jamais marqué énormément. C'est la première fois qu'on fait le débrief sur la chaîne. J'avais vu la première édition en replay. Et l'année dernière, j'avais vu une édition en replay. Ouais, ça doit être 2019 que j'avais dû voir en replay. Ça m'a jamais hyper passionné parce que bon, c'est quand même un peu une course de côte, quoi. On pourrait se contenter de faire 2 passages sur le Mont Ventoux chronométrés et puis ça ferait la même chose avec des vélos de contre-la-montre. Ça serait peut-être même plus passionnant qu'avec une course en ligne. Cette année, on a eu un coureur qui a écrasé tout le monde et on en parlera. Je vais pas faire le débrief comme d'habitude. Je fais les bleus et top et flop. Là, on va parler des coureurs qu'on va dire marqué la course parce qu'ils sont pas 150 au final à avoir marqué l'épreuve. Et donc, je vais pouvoir en parler peut-être un peu plus en détail. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu également et à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. De bouche à oreille, c'est toujours intéressant pour améliorer le nombre d'abonnés. Et ceux qui le font, je vous en remercie. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui le font, de partager certaines de mes vidéos. On commence par le Superman de cette épreuve, c'est Miguel Ángel López qui a été intouchable. Je pense que même si derrière ça s'était pas regardé, l'écart aurait été moindre, hein, parce que l'écart 2 minutes 26 c'est énorme. L'écart aurait été moindre, mais Miguel Ángel López, quand il a attaqué, il attaque quand même de loin, il s'est pas écrasé dans le final, parce qu'il part quand même à 12 km 500, c'est-à-dire vraiment quasiment au tout début de la montée, quoi. Il a réussi à rouler très très fort. Et puis c'est vrai qu'après dans le final il s'est pas du tout écrasé contrairement à d'autres coureurs qui ont un peu plus souffert ou qui se regardaient énormément. Donc très belle montée de la part de Miguel Ángel López et 2 minutes 26 c'est un bel écart, mais ça montre un coureur qui commence à être en forme. Un coureur également qui prend de l'expérience, que c'est vrai que comme le disait Michael Chéral qui commentait la course pour la chaîne Équipe, Miguel Ángel López c'est un coureur qui plusieurs fois en termes de stratégie s'est planté ou a eu des gestions de course moyennes voire catastrophiques. Et là c'est vrai que on sent qu'il a progressé dans ce domaine-là, parce que dans la deuxième montée, voilà, quand vous partez à 12 km 500, c'est plutôt... Alors c'était quasiment au même endroit que Quintana, mais Quintana c'est arrivé au Chalet Renard sur le Tour de la Provence. Contador quand il était parti avec c'était 8 km je crois, hein. Froome pareil, hein, c'était 7-8 km, on part rarement avant ce moment-là, parce qu'il est parti, il y avait encore beaucoup de végétation à 12 km 500 de l'arrivée, hein, pour Miguel Ángel López. Il faut réussir à gérer son effort, c'est-à-dire qu'il a fait quasiment 35-40 minutes seul, Miguel Ángel López, donc là c'est une vraie gestion d'effort, et il faut être intelligent dans ce domaine-là, et Miguel Ángel López n'a pas fait d'erreur à ce moment-là. Je voudrais également souligner la 3e place d'Enric Mas, qui a fait vraiment aussi une belle montée, bien protégé aussi son leader. Il a attaqué plusieurs fois. Je crois qu'à la fin, bon, il s'est fait un peu surprendre par Oscar Rodriguez, mais du côté d'Enric Mas, je suis pas sûr qu'il y avait encore beaucoup d'essence dans le moteur. Je pense très clairement que Miguel Ángel López sera le leader sur le Tour de France, hein, du côté de la Movistar, et qu'Enric Mas par contre sera le leader sur le Tour d'Espagne. Je pense que les deux équipes de Movistar sur ces deux épreuves-là seront assez proches.
J'ai l'impression que Miguel André Lopez, il est quand même plutôt bien affûté. Et puis c'est un coureur qui est frais parce que il a quasiment pas couru, hein, Miguel André Lopez cette année. On est à... Ah si, non, 22 jours. Pourtant, il a repris tard au Tour de Romandie, hein, on avait suivi son retour. Vainqueur de la Ruta del Sol que je n'ai pas suivi. C'était pendant le Giro et j'ai pas eu le temps de faire. Pourtant, je voulais la regarder, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Alors, il a fait tout le Dauphiné aussi. Alors, il commence à accumuler les jours de course, mais ça reste que je pense qu'après le Mont Ventoux, lui, il va pas rouler d'ici le Tour de France, donc ça laisse des. À part s'il fait la route du Sud, parfois ils mettent une grosse équipe Movistar sur la route d'Occitanie. Donc il faudra se méfier, mais ouais, non, assez impressionnant. Mais non, il ne doit pas y être parce que sinon ça me serait indiqué. Donc non, très très fort Miguel André Lopez. Il faudra s'en méfier sur le prochain Tour de France dans les épreuves de montagne. Sur le contre-la-montre, ça risque d'être un peu plus compliqué, quoique il avait fait un beau prologue au Tour de Romandie et il a fait 20e du contre-la-montre sur le Dauphiné. Donc c'est un coureur qui va perdre 4 minutes, je pense, sur les deux chronos. Il devrait être dans ces eaux-là. Sachant qu'il n'a qu'une année de contrat chez Movistar. Je pensais qu'il y avait plus du côté de la Movistar, mais je le renouvellerai. Miguel André Lopez. Je continue, donc Enric Mas, voilà, j'en ai parlé. Je passe à Oscar Rodriguez. Très bon Oscar Rodriguez, le coureur d'Astana, qui pourtant avait pas forcément la meilleure équipe autour de lui. Alors certes, il y avait Kudus, mais la starting list de Astana n'était pas la meilleure. Il y avait beaucoup de coureurs qu'on a quand même peu vus depuis le début de saison. Du côté d'Astana, voilà, vous aviez c'était beaucoup Fedorov, Natarov, Grosdev. Donc voilà, des coureurs kazakhs, mais qui sont peut-être plus forcément les meilleurs. C'était pas l'équipe qui avait le meilleur effectif, très clairement au départ. Et pourtant, Oscar Rodriguez a fait vraiment une très très belle montée, moi je trouve. Il finit fort, il a bien surpris Enric Mas. Il l'a bien eu. Et vraiment une très très belle montée de la part de Kudus, mais pas forcément surpris. C'est un très bon coureur. Rodriguez, je vais dire Kudus. Rodriguez, c'est un très très bon coureur. Qui commence aussi à avoir un petit peu d'expérience. Et puis, je pense qu'on l'a un petit peu testé sur cette course-là. Pourquoi pas pour le Tour de France. Je suis pas sûr qu'Astana ait totalement décidé de son équipe sur le Tour de France. Vous avez également le Tour d'Espagne pour ce coureur-là, donc il y a des possibilités. Lui qui courait chez Euskadi en 2019 et qui a rejoint Astana l'année dernière. Pas de grands résultats en 2020. 9e du Tour de la Communauté de Valence, 12e du Tour de Burgos et 8e d'une étape du Tour d'Italie. J'en ai aucun souvenir. Enfin si, je me souviens qu'il avait fait le Tour d'Italie, mais j'ai aucun souvenir de cette 8e place. Il avait été assez discret, je crois me rappeler. Coureur qui a 26 ans, Oscar Rodriguez, mais des bonnes qualités de puncher. Je continue avec Ben O'Connor. Du côté de Ben O'Connor, tristoun, hein, mais ça a été le plus généreux dans l'effort. Peut-être un peu trop même. À certains moments, Ben O'Connor, il n'a pas été aidé. Que ce soit par Rodriguez, que ce soit par les deux Rodriguez ou même Kenny Alissandre, il n'a pas été énormément aidé Ben O'Connor. Dommage, voilà, 3,30 au final au niveau du score, mais la mésentente dans le groupe était importante et puis il s'est fait contrer. Il n'a pas été très intelligent, je trouve, Ben O'Connor. C'est dommage parce que son équipe AG2R avait vraiment été assez impressionnante, je trouve, pendant toute la journée, notamment Dorian Godon qui avait fait vraiment un énorme travail. Dorian Godon, il y avait aussi Prodhomme plutôt, et Eninen, que j'ai beaucoup critiqué sur cette chaîne, Jaakko et Eninen, qui avait fait également du bon travail. Et puis derrière, c'est vrai que quand le leader ne s'impose pas, quand le leader n'arrive pas à s'en sortir, c'est toujours un petit peu triste du côté de ce coureur-là. Ça reste un très bon coureur. Il sortait également du Dauphiné. C'est pas toujours facile. La Mont Ventoux Dénivelé Challenge, elle est quand même un peu située à un moment un peu compliqué parce qu'elle est à une semaine après le Giro cette année.
2 jours après l'arrivée du Dauphiné, et à 3 ou 4 jours du Tour d'Occitanie, du Tour de Slovénie, de ces épreuves-là qui sont, on va dire, du Tour du Belgique, qui sont les dernières épreuves avant les championnats nationaux. Donc c'est vrai que c'est vraiment placé à un mauvais endroit au niveau du calendrier cycliste. Et du côté de Ben O'Connor, ça a un peu pas pardonné. Je pense qu'il y avait un petit manque de fraîcheur, et puis après pas aidé non plus. Christian Rodriguez, moi j'ai pas compris sa manière de courir. Il a couru pour faire top 10, mais il a pas couru pour gagner la course aujourd'hui, Christian Rodriguez. Et je peux comprendre le fuck you de Ben O'Connor à l'arrivée de l'étape. Je comprends pas l'attitude qu'a eu vraiment Rodriguez pendant toute la course. Je trouve que c'était pas très intelligent de sa part. Encore une fois, il était très fort, et pourtant ils mettent que 30 secondes à Kenny Alisson, qui était vraiment à la rupture. Après, c'est une stratégie à la Total Direct Energy, qui ont été très discrets pendant toute la journée. Pourtant, il y avait du monde. Je pense qu'il a gagné sa place pour le prochain Tour de France. Surtout s'il était en bagarre avec Mathieu Burgodeau ou Alexandre Géniez, qu'on n'a pas vu, mais c'est pas comme si on l'avait vu depuis quelques temps, Alexandre Géniez, depuis sa victoire sur la Vuelta quasiment. Mais du côté de Rodriguez, moi après j'ai pas aimé sa manière de courir, qui était vraiment sur la défensive, et puis on avait presque l'impression sur la fin qu'il voulait faire chez Ben O'Connor. Je sais pas pourquoi, mais il y avait c'était assez surprenant, je trouve, sa manière de courir. Je continue du côté de Kenny Alisson. On sent que Kenny Alisson, il en manque un. Il en manque. Je pense qu'il est un peu en retard sur sa préparation. Et c'est ce qui pose des problèmes. C'est dommage parce que c'est un bon coureur, mais il en manque. Il en manque un petit peu du côté de Kenny Alisson. Et c'était déjà le cas sur le Dauphiné. Moi, je pense qu'il est capable de faire top 10 sur un Tour de France. Mais là, pour le moment, la forme n'a pas l'air d'être incroyable pour le coureur français. Il finit devant Michel Reis, son coéquipier luxembourgeois. Simon Kerr 8e, mais bon, pour Simon Kerr, ça grimpait peut-être un peu trop quand même. Carlos Verona 9, Geoffrey Bouchard 10. Du côté de Geoffrey Bouchard, le Giro a créé énormément de fatigue, et je pense qu'il n'a pas bien récupéré et qu'il lui fallait un petit peu plus de repos, mais peut-être que chez la G2R on n'avait pas vraiment de solution de rechange, parce que je suis pas sûr que c'était prévu de base qu'il fasse cette course. On retrouve ensuite Maxime Chevalier, Julien Bernard 12e. La surprise, c'est de ne voir aucun Cofidis aux avant-postes. Du côté de Cofidis, Herrada finit 34, Finet 40, Lafay 51, Champion 77, et Emmanuel Morin a abandonné. Je me demande pourquoi ils avaient emmené Emmanuel Morin sur cette course. C'est dommage. Donc c'est surprenant de voir ce faible niveau de performance chez Cofidis. Presque frustrant dans cette formation, parce que Victor l'a fait, je pense, c'est la fatigue du Giro. Par contre, Jesus Sarada, un peu plus incompréhensible, je trouve, de la part du coureur espagnol de la Cofidis, surtout qu'il n'avait pas fait non plus le Dauphiné, donc lui il n'avait pas couru depuis 3 semaines, peut-être qu'il a effectué un stage en haute montagne qui l'a un petit peu fatigué, en sachant que chez Cofidis on n'a toujours pas de présélection pour le Tour de France. On ne sait toujours pas qui ira sur cette course. Je pense qu'il y aura Christophe Laporte, mais est-ce qu'ils joueront le général ? C'est une grande question. Est-ce qu'on misera tous sur Christophe Laporte, sachant que cette année ils seront aussi sur la Vuelta, et je pense que sur la Vuelta on mettra peut-être Herrada, mais c'est vrai qu'Herrada, je rappelle quand même que c'est un coureur qui a 35 ans, qui n'est plus extrêmement jeune. Le coureur espagnol, mais aujourd'hui c'est un petit peu difficile pour lui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Ciao ciao.